As-tu déjà remarqué qu'une seule question pouvait fissurer une armure que des centaines de compliments n'ont jamais égratignée? Et qu'une femme se souvient moins de ce que tu lui dis que de ce que tu lui fais avouer d'elle-même? La plupart des hommes surjouent, s'expliquent, s'épuisent. Ils empilent des preuves. Toi, tu retires. Tu crées du vide. Tu places une question au bon endroit, au bon moment, avec le bon silence. Machiavel parlait d'un pouvoir qui n'a pas besoin de se présenter. Il se manifeste quand l'autre se met à agir de lui-même. Freud l'a frôlé en parlant de l'inconscient. Jung l'a nommé en parlant de l'ombre. Peu importe les écoles, il existe des questions qui n'informent pas. Elles incisent. Elles ne récoltent pas une réponse. Elles déclenchent un processus. Comprendre ces dynamiques, c'est percer le voile qui sépare les gestes banals des véritables stratégies d'influence. C'est savoir comment une parole, un silence ou même un regard peuvent inverser totalement la balance dans une interaction. Là où certains se contentent d'appliquer des phrases apprises par cœur, toi, tu apprendras à décoder l'esprit féminin dans toute sa complexité, à repérer ce qui déclenche l'attirance, ce qui nourrit l'obsession et ce qui éteint le désir. Reste bien jusqu'à la fin, car la 10e question est une gifle psychologique. Si tu saisis son mode d'emploi, tu deviendras le cadre dans lequel elle se voit plus clairement que partout ailleurs. Et ça, c'est inoubliable. Question numéro 1. Quel genre d'homme est difficile à oublier pour toi, même s'il n'était pas bon pour toi? Derrière cette question se cache un principe psychologique puissant. Les êtres humains, et particulièrement les femmes dans le domaine émotionnel, ne s'attachent pas uniquement à ce qui est bon pour elles, mais à ce qui déclenche en elles une intensité émotionnelle. Ce qui marque, ce n'est pas toujours la sécurité, mais l'empreinte émotionnelle laissée par une relation. Souvent, ce genre d'homme combine deux éléments contradictoires. D'un côté, un certain magnétisme, une énergie charismatique qui attire malgré soi. De l'autre, une part de chaos, d'instabilité ou même de douleur. Cette tension crée une empreinte profonde dans le cerveau émotionnel. C'est ce qu'on appelle en psychologie un ancrage affectif traumatique. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a montré que les relations marquées par des hauts et des bas intenses laissent souvent une mémoire plus forte que des relations stables et prévisibles. En d'autres termes, le cerveau retient davantage l'intensité que la stabilité. Alors, quand tu poses cette question, tu ne cherches pas seulement une réponse. Tu pousses la femme à replonger dans ses souvenirs les plus marquants, là où la logique ne domine plus, mais où les émotions règnent. Et en l'amenant à réfléchir à cela, tu crées un moment d'introspection puissant qui renforce ton aura d'homme qui comprend les dynamiques profondes du désir. Et le plus puissant, c'est que c'est toi qui guides ce moment. Avec une voix posée, un regard sans jugement et une intention claire, mature, détachée de tout besoin. Et tu sais ce qui se produit alors? Lorsqu'elle répond, elle ne fait pas que replonger dans le souvenir de l'homme qu'elle n'arrivait pas à effacer. Elle commence à associer cette même intensité émotionnelle à toi, ici et maintenant. Ces questions n'appellent jamais une réponse logique. Elles font surgir des souvenirs, elles réveillent le corps, elles ravivent l'émotion. Et lorsqu'une femme parle depuis cet espace-là, l'expérience la marque profondément. Elle associe alors ta présence à l'intensité, à la profondeur émotionnelle. C'est ça, la véritable puissance. C'est ça, l'influence. Mais attention, il existe des règles à respecter si tu ne veux pas briser la magie. Ne ris pas, ne juge pas, même si elle évoque un homme toxique ou un souvenir absurde. Ne cherche pas à corriger son récit. Contente-toi d'écouter. Acquiesce simplement, avec des phrases calmes comme « Ça en dit long sur toi, j'aime ce que tu révèles ». Ces mots lui donnent la permission de se dévoiler encore davantage. Ne l'interromps pas. Même ces silences sont précieux. Ils intensifient l'émotion. Et surtout, ne détourne pas l'attention avec ton histoire. Ce n'est pas le moment de rivaliser, mais celui de recevoir. Fais en sorte qu'elle relie ta présence à la profondeur, jamais au manque. Et la vraie question, c'est
quand utiliser cette approche? Certainement pas dans les premières minutes d'échange, mais inutile aussi d'attendre des semaines. Choisis le moment où une atmosphère de confort existe déjà. Une marche tranquille, une soirée sans tension, un canapé baigné d'une lumière douce. Un contexte apaisé où la conversation circule naturellement. Ne tente jamais de la poser par message. Tu détruirais sa force. Car ce n'est pas une question d'information, mais une question de sensation. Elle se vit, elle s'incarne. Alors quand tu la formules, fixe-la calmement, avec assurance, et laisse le silence travailler pour toi. Quand elle aura fini, résiste à l'envie de conseiller ou d'analyser. Dis simplement « Je crois que je comprends mieux qui tu es maintenant ». Puis offre un léger sourire. À ce moment-là, tu viens de franchir un seuil émotionnel que peu d'hommes atteignent. Et dès lors, à ses yeux, tu ne feras plus jamais partie de la masse. Question numéro 2. Quelle est la chose la plus dangereuse que quelqu'un ait déjà réveillée en toi? Là, tu passes de l'empreinte à l'ombre. Jung dirait « Tu l'invites à regarder la pièce sans lumière où s'entassent les pulsions qu'elle n'assume pas. Jalousie, domination, abandon, rébellion. » On réduit souvent Dalila à une traîtresse. On oublie qu'elle a réveillé chez Samson sa faille la plus intime. Le besoin d'être compris coûte que coûte. C'est rarement la lame qui tue. C'est la partie de nous qu'elle réveille. Confronter un désir interdit augmente l'activation dopamine, adrénaline. Mélangée, elle fabrique de la mémoire forte et de l'addiction. Elle hésite, se fige, souffle. Je ne sais pas si je devrais te dire ça. Tu tiens le regard, pause. C'est ok. Parfois, le danger est beau aussi. Tu viens d'autoriser l'aveu. Et quand un aveu noir sort sans jugement, il crée une association. Avec toi, l'ombre est respirable. Tu crois que c'est puissant? La suivante contourne tous les mots et passe par le corps. Question de 3. Quels signaux donne ton corps quand quelqu'un commence à t'attirer, mais que tu ne veux pas que ça se voie? Cette question n'est pas simplement intelligente, elle est stratégiquement brillante. Elle te donne accès à une zone que la plupart des hommes évitent. Le langage non verbal. Le désir silencieux. Le moment où l'attirance existe, mais reste dissimulée. Là, tu ne t'adresses plus à sa logique. Tu pénètres directement dans son subconscient. Et attention, tu n'y entres pas comme un observateur extérieur, mais comme un provocateur élégant. Car en posant cette question, tu suggères subtilement « Je veux savoir comment ton corps agit quand tu caches ton attirance. » Tu l'exposes, mais avec raffinement. Résultat, elle se sent regardée. Et pour une femme, être observée avec intensité par un homme qui dégage du contrôle et du mystère est souvent terriblement attirant. À ce moment-là, observe. Beaucoup réagissent d'instinct, un sourire nerveux, les yeux qui se baissent, une main qui se glisse dans les cheveux, des jambes qui se croisent. Sans le savoir, elle est déjà en train de te donner la réponse qu'elle ne dira pas à voix haute. Et toi, tu n'exploses pas de joie comme un adolescent. Tu restes posé. Tu souris à peine, avec calme, comme si tu savais déjà ce que son malaise signifie. Tu es sur le bon chemin. Car cette question déclenche une bascule. Elle l'oblige à se surveiller, à prendre conscience de ses propres réactions. Et désormais, chaque micro-geste futur sera chargé d'une tension nouvelle. Tu deviens, dans son esprit, celui qui lit ce que les autres ne voient pas. Pourquoi ça marche si bien? Parce que tu actives son cerveau émotionnel. En lui faisant parler de son langage corporel, tu la connectes à son corps, pas à sa logique. Elle s'expose sensoriellement. Même si elle ne dit pas « tu me plais », elle te révèle, malgré elle, les indices qui trahissent son désir. En clair, elle t'apprend à savoir quand tu lui plais, ou si c'est déjà le cas, malgré ses masques. Et voici la touche la plus raffinée. Si elle te confie, par exemple, « Parfois je souris plus que d'habitude » ou « Je deviens nerveuse », tu attends un instant, puis tu dis doucement « Intéressant, tu viens juste de le faire ».
Puis tu la regardes sans rien ajouter. Silence. À cet instant, tu la désarmes. Tu viens de créer une microtension érotique silencieuse, un champ magnétique invisible. Ce n'est pas un flirt maladroit, c'est un jeu psychologique qui la fait se sentir exposée, désirée, mais en sécurité. Une expérience qu'elle n'oubliera pas. Question 4. Quelle est ta faiblesse la plus secrète? Celle que seule une personne vraiment spéciale pourrait découvrir. Cette question n'est pas une curiosité banale. C'est une invitation intime. Une manière subtile et sophistiquée de dire « Je veux entrer dans ton monde émotionnel, mais sans le violer ». Sa puissance repose sur un mélange rare, la vulnérabilité et l'exclusivité. Tu ne lui demandes pas un défaut superficiel, une petite habitude qu'elle avouerait à n'importe qui. Tu demandes une vérité profonde, une confession qu'elle ne livrerait qu'à quelqu'un d'exceptionnel, à quelqu'un qui la fait se sentir unique. Et rien que le fait de réfléchir à cette question, c'est déjà commencer à te valider comme cet homme. Souvent, elle ne répondra pas directement. Elle dira quelque chose comme « Je ne suis pas sûre de devoir te dire ça ». Et c'est précisément là que la magie se joue. Parce que cette hésitation n'est pas un refus. C'est une tension, un jeu, un test. À ce moment-là, tu n'insistes pas. Tu souris doucement et tu dis « Tu n'as pas besoin de le dire. Mais maintenant, je suis déjà en train de l'imaginer. » En une phrase, tu crées deux effets. Tu respectes son secret, mais tu actives son imagination. Tu lui rends le pouvoir de garder sa faille, tout en gardant toi le contrôle de l'intensité émotionnelle. Résultat, elle ne te voit pas comme quelqu'un qui force ou qui réclame. Elle te voit comme un homme qui inspire la sincérité, sans jamais l'exiger. Et dans la psychologie du désir, c'est l'une des clés les plus puissantes, devenir le seul homme avec qui elle peut s'ouvrir, sans se sentir jugée. Et si elle finit par répondre, écoute attentivement. Parce qu'à travers ces mots, elle ne te livre pas seulement une faiblesse. Elle te révèle par où entrer, quel ton utiliser, quelle énergie la désarme. Un conseil, choisis ton moment. Pas dans le bruit, pas dans une foule. Utilise cette question dans une atmosphère intime, calme, où les silences ont de la valeur. Une marche tranquille, un coin de canapé, une lumière tamisée. Pose-la doucement et laisse-la respirer. À partir de ce moment, quelque chose est changé. Car une fois qu'elle a senti que tu pouvais lire ces micro-signaux, son corps ne pourra plus jamais te mentir. Si tu veux comprendre les dynamiques profondes entre désir et pouvoir, abonne-toi à Code Viril et aime la vidéo. Chaque geste compte. Question numéro 5. Si je devais te séduire, quelle serait la pire erreur que je pourrais faire? Hypothèse propre, pas d'annonce, pas de promesse. Elle croit garder le pouvoir en listant ce qui la ferme. Pression, surséduction, blagues lourdes, trop de messages. En réalité, elle te livre sa carte d'accès. Sun Tzu dirait que l'adversaire révèle ses faiblesses quand il pense dicter le terrain. Tu la laisses parler. C'est justement l'erreur que j'évite toujours. Tu ne vends pas, tu constates. Elle t'avait placé au rang des autres. En 2 phrases, tu crées une dissonance. Tu ne joues pas le même jeu. Prépare-toi. La 6e question ne touche pas la défense, mais la cicatrice. Question numéro 6. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'efforts à guérir, mais que personne ne pourrait deviner en te regardant? On passe de la faiblesse, fonctionnelle, à la blessure, historique. Les cliniciens le savent bien. Cacher une douleur consomme bien plus d'énergie que de l'admettre. Ce coût cognitif se manifeste à travers des symptômes visibles, insomnie, irritabilité subtile, besoin excessif de contrôle. Prenons l'exemple de Nora, lumineuse, toujours souriante, qui affirme « Allez toujours bien ». Mais à la question, elle fait tourner sa bague, perdue dans ses pensées pendant une fraction de seconde, puis répond en souriant « On en parlera peut-être un jour ». Cette réponse est déjà une réponse.
Elle ne cherche pas la réparation. Ce que tu lui offres, c'est un cadre sûr, un espace où sa douleur ne devient pas une faiblesse, mais une densité qui nourrit la connexion. Tu n'agis pas en sauveur. Tu cadres et tu contiens. D'un ton calme, tu réponds simplement « Merci ». Ça en dit long sur toi. Ce simple merci scelle le moment. Elle associera désormais ce sentiment à toi, à ta capacité à recevoir son malaise sans le juger. Avec toi, la douleur ne s'effondre pas. Elle devient un point de profondeur. Maintenant, respire. La prochaine question va frôler la douleur universelle, celle qui reprogramme des années d'expérience personnelle. Question numéro 7. Tu as déjà été aimé, mais mal ? 2 mots. Une lame, tranchante, subtile. En théorie de l'attachement, l'amour mal donné crée des empreintes profondes. Des scripts émotionnels qui se déclenchent sans même qu'elle s'en rende compte. Hypervigilance, anxiété, évitement. Ces blessures laissent des traces invisibles, mais bien réelles. Certaines femmes, même des années plus tard, se souviennent en détail du ton d'un message lu à minuit, du regard jeté à table, de la sensation exacte dans la poitrine quand les choses se sont brisées. Des preuves d'un encodage émotionnel tellement puissant que le temps ne peut pas effacer. Si elle répond « oui », tu ne fais pas l'erreur de vouloir la réconforter ou de l'analyser. Non, tu ne fais que constater. Une simple phrase. Parfois, ce qu'on appelle amour, c'est juste un besoin bien habillé. Tu viens de la séparer du mythe de l'amour idéalisé. Ce n'est plus une question de sentimentalité naïve. Elle voit clairement que parfois, l'amour est simplement un prétexte, une projection de ce qu'on veut combler intérieurement, sans vraiment comprendre le vrai fondement de la relation. Et dans cette clarification, tu te rapproches d'elle. Tu ne cherches pas à réparer, tu cherches à comprendre, à voir clair, sans phare. Tu attends un instant, puis tu remets tout dans le présent. Ce n'est plus ton passé qui compte ici. C'est toi, ici et maintenant. Tu viens de déstabiliser son regard sur l'amour et tu l'as ramené dans le moment présent. Pas dans son passé douloureux, pas dans ses histoires de cœur brisé. Non. Là, c'est toi et elle, et tu viens de briser les chaînes du passé pour la reconnecter à l'instant, à la vérité de ce qui se joue maintenant entre vous. Question numéro 8. C'était quand, la dernière fois où tu t'es senti vraiment regardé, pas juste vu? Dans un monde saturé d'images, où les gens sont constamment observés à travers des filtres, des écrans et des projections, la plupart des femmes sont vues, mais rarement regardées. C'est un phénomène insidieux. La privation de reconnaissance authentique agit comme une faim lente. Elle creuse, silencieuse, et laisse un vide difficile à combler. Imagine cette situation. Des créatrices qui récoltent des milliers de likes, mais qui, quand on leur demande, n'arrivent pas à citer un seul moment où quelqu'un a vu autre chose que leur surface. C'est là que tu places cette question. Elle ne s'attend pas à ce genre de profondeur. Tu la poses et tu ne dis plus rien. Aucun mot, aucun commentaire. Tu laisses le silence se charger du reste. Ce silence va commencer à peser. S'il y a un moment dans sa mémoire, elle va immédiatement le revivre. Si elle n'en trouve pas, ton regard posé devient tout à coup comparatif, et dans cette comparaison, il devient supérieur à la norme. En faisant cela, tu lui fais comprendre que tu ne cherches pas à obtenir une réponse, mais que tu l'observes vraiment, pour ce qu'elle est au-delà de la surface. Ici, ton corps devient une partie intégrante du processus. Tu restes calme, tu n'as pas de gestes inutiles, tu ne regardes pas ton téléphone, tu es juste là, à la regarder véritablement. Elle comprendra sans qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Ce silence est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est une mise à l'épreuve silencieuse, un test de profondeur émotionnelle, une invitation à se connecter à quelque chose de plus vrai que ce qu'elle montre habituellement. Question numéro 9. Qu'est-ce que tu t'interdis d'espérer aujourd'hui que tu aurais osé rêver à 16 ans? Avec cette question, tu confrontes l'écart entre deux versions d'elle-même. Le moi qui voulait, l'adolescent passionné et libre,
et le moi qui gère aujourd'hui, souvent contraint par la réalité. Ce fossé, bien souvent, est rempli de renoncements. Des rêves échangés contre des sécurités, des élans de jeunesse sacrifiés sur l'autel de la stabilité. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme brillante, pleine de projets à l'époque. Elle rêvait d'écrire, de partir 3 mois en Asie pour se retrouver, pour créer. Aujourd'hui, elle te répond qu'elle n'a pas le temps. Elle rit en coin, mais son rire est court, légèrement nerveux. À ce moment, elle se tait. Ce silence en dit long. Ce n'est pas la défaite qui vide, ce sont les renoncements non digérés. Ceux qu'on cache sous des excuses, ceux qu'on n'ose plus regarder en face. Tu n'interviens pas, tu ne proposes rien, tu ne donnes aucune réponse. Tu deviens témoin, simplement. Et paradoxalement, c'est cette absence d'agenda de ta part qui lui donne de la puissance. Tu deviens l'homme auprès duquel elle se souvient de ses rêves d'avant. Tu crées un espace où le passé peut se réactiver, où elle peut se reconnecter à ce qu'elle a perdu en chemin, sans pression, juste en étant témoin de son histoire. Cela, c'est une forme d'autorité silencieuse. En étant là, sans agenda, tu lui permets de revivre, même brièvement, un moment d'authenticité, une connexion réelle à une version d'elle-même qu'elle croyait enfouie. Tout converge vers la dernière question. Respire profondément, car la 10e ne demande pas juste une réponse. Elle demande une mise à nu. Si tu l'utilises mal, tu risques de briser ce qu'elle a reconstruit. Mais si tu la maîtrises, tu marqueras cette femme à vie. Question numéro 10. Qu'est-ce que tu fais semblant de ne pas ressentir? C'est le miroir le plus brutal, celui que presque personne n'ose tendre, car il oblige à une introspection immédiate. Cette question ne permet pas de cacher la vérité. Elle expose un point sensible, une fissure dans l'armure, et oblige à regarder une réalité que l'on préfère souvent ignorer. Les neurosciences affectives nous disent que réprimer une émotion ne l'éteint pas. Elle s'intensifie, se cache sous une couche épaisse, et plus on essaie de la contenir, plus elle devient coûteuse, jusqu'à ce qu'elle se déverse, sous une forme ou une autre. Et puis, quand on la nomme, quand on l'admet, cette émotion se transforme. Elle cesse de contrôler l'esprit et le corps, elle devient un élément du passé, un souvenir qui perd sa puissance. Prenons Maria, par exemple. Elle est drôle, toujours solaire, elle se montre intouchable. Mais quand tu lui poses cette question, elle répond d'un air détaché. Rien. Tu souris doucement, avec un air presque amusé. Alors tu es exceptionnel, ou très entraîné. Là, un petit silence. Elle baisse les yeux. Elle expire lentement, comme si quelque chose se détendait en elle, puis finit par avouer « Parfois, j'ai peur qu'on me quitte avant même d'avoir commencé. » Ce n'est pas un aveu facile. Mais tu ne sautes pas sur cette confession. Tu ne cherches pas à la sauver, à lui offrir une solution toute faite. Non. Tu la regardes. Tu lui laisses l'espace pour respirer, pour se reconnecter à ce qu'elle vient de dire. Et sans précipitation, tu réponds « Merci ». Ce simple « merci » est le sceau de l'expérience. Elle vient de se voir, d'admettre quelque chose qu'elle a caché pendant longtemps. Et dans cette acceptation, cette reconnaissance silencieuse, elle t'associera à ce moment précis. Ce moment où elle a laissé tomber ses protections, où elle a révélé une facette d'elle-même qu'elle dissimule habituellement. C'est ça l'empreinte. Ce n'est pas juste une question, ce n'est pas un simple échange. C'est un instant de vérité partagée, où tu ne cherches pas à manipuler ou à convaincre. Tu crées un espace où elle se révèle, et où elle sait que, même dans sa vulnérabilité, tu ne la juges pas. Ce que tu remarqueras, c'est que rien dans cette approche ne repose sur la démonstration de ta valeur personnelle. Ce n'est pas une question de briller, de prouver qui tu es. Ce qui est en jeu, c'est la démonstration de sa profondeur en ta présence. À chaque question, tu prends le contrôle de l'espace. Tu laisses du vide pour que ses émotions puissent occuper le terrain. Tu crées une dynamique où elle peut s'ouvrir, mais sans pression. Tu offres un regard, une posture qui ne l'enferme pas, qui ne la force pas à réagir d'une manière ou d'une autre. Tu retires la tentation de tout expliquer,
Chaque moment devient un espace pour elle de se connecter à sa vérité. Les détails d'exécution changent tout ici. Il ne s'agit pas juste de poser des questions. Il s'agit de choisir le moment et l'atmosphère qui porteront ces questions. Ce sont des silences qui ont du poids. Pose ses armes dans des moments où l'environnement lui-même invite à l'introspection. À la fin de la journée, lors d'une marche lente, sur un canapé à lumière tamisée, ou quand la fenêtre est ouverte sur la nuit. Ces instants respirent. Et c'est là qu'il faut entrer, calmement, avec ton regard, sans hâte. N'enchaîne jamais 2 questions lourdes de suite. Laisse 2 ou 3 minutes de dérive entre chaque question. Laisse l'espace pour que ces pensées se forment, qu'elles s'ajustent à cette intimité progressive. Écoute les détours. Accepte les demi-réponses. Ne prends rien, laisse-la simplement déposer ce qu'elle ressent. Ne cherche pas à compléter son histoire. Laisse-la la finir elle-même. Évite le rire nerveux, l'auto-anecdote ou cette surconnexion tactile qui brise la fluidité. Quand elle parle, ne plus sois pas. Sois sobre dans tes réponses. Je comprends. C'est OK. Merci. Chaque mot doit être mesuré, chaque regard posé avec intention. La rétention émotionnelle naît de là. C'est dans le sentiment qu'avec toi, elle peut se risquer sans jugement, qu'elle peut se confier sans crainte, et surtout qu'elle ressortira plus vraie qu'elle n'est entrée. Si tu as tout lu jusqu'ici, tu sais déjà que la 10e question n'est pas un final spectaculaire. Ce n'est pas un grand coup de théâtre, c'est une porte. La porte d'un espace émotionnel profond qu'elle n'a peut-être jamais osé explorer. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras l'ordre exact pour poser ces 10 armes selon le contexte. Soirée, café, voiture, marche. Tu sauras quels mots retirer quand elle est nerveuse, quel silence garder pour ancrer l'expérience et comment cela tira un lien profond dans sa mémoire, une connexion qui la lie à ce qu'elle ressent de plus intime. Reste avec moi. Parce que là où les autres cherchent à briller, tu vas apprendre à disparaître juste assez pour qu'elle ne voie plus que cela, ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Si tu veux continuer à avancer dans ce chemin stratégique, abonne-toi à Code Viril et laisse un like. C'est le meilleur moyen d'encourager ce travail et d'avoir accès aux prochains contenus.